Avoir de l'impact sur une société dans son entourage est plus important qu'avoir de l'argent. Comme le disait Francis Bacon, knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Qui a la connaissance a le pouvoir. Mais il faut produire de l'argent. L'argent, c'est une richesse. Et la richesse se produit. Donc voilà, beaucoup veulent être riches, mais ne veulent pas produire de la richesse. Bonjour Vanek. Bonjour Joël. Ouais, ça fait longtemps frère. Ouais, vraiment longtemps. On est là chez toi et je voulais te poser une première question. Ouais, je t'écoute. Argent ou impact? Impact. Impact, pourquoi? Ouais. Avoir de l'impact sur une société dans son entourage est plus important qu'avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent sans avoir de l'impact. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir de l'impact. Pas forcément sur un plan financier, mais aussi sur un plan social, culturel, intellectuel. Ok. Donc, comme le disait Francis Bacon, knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Ok. Qui a la connaissance a le pouvoir. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout tourne autour de l'argent. Ça veut dire, en famille, tu n'as vraiment pas le pouvoir si tu n'as pas les sous. Ça veut dire, dans la société en général, tu n'as pas accès à la belle femme que tu veux, à la belle fille que tu convoites, si tu n'as pas les poches pleines, si tu n'as pas une belle voiture, une Bentley, si tu n'as pas un minimum. Tu vois, au final, on se dit que finalement, ce qui compte, c'est d'avoir l'argent. Effectivement, ce qui compte, c'est d'avoir l'argent, mais il faut produire de l'argent. L'argent, c'est une richesse. Et la richesse se produit. Ok. Donc voilà, beaucoup veulent être riches, mais ne veulent pas produire de la richesse. C'est ça le problème de plusieurs personnes. On a dans nos sociétés occidentales des personnes pauvres. Elles se disent pauvres parce qu'elles croient qu'elles sont pauvres. Ok. En réalité, parce qu'elles n'ont pas de l'argent, elles se disent qu'elles sont pauvres. C'est parce qu'elles n'utilisent pas en fait leur connaissance. En disant que la connaissance, c'est le pouvoir. Ça veut dire que la connaissance te permet d'obtenir de l'argent. Puisque en fait, l'argent travaille. L'argent est le fruit d'une connaissance. Ok. Effectivement. Donc, ça veut dire pour toi, ce qui crée l'impact, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Et Effectivement. une fois que tu as l'impact, tu peux avoir l'argent. Effectivement. En disant que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on dirait avoir de l'argent sans avoir pris conscience de l'importance de l'argent, de l'impact négatif que l'argent peut avoir sur une personne, ce serait en fait un gâchis. Ouais. Or, une tête bien pleine et bien faite peut mieux gérer de l'argent qu'une tête vide. Ok, ça c'est clair quand même. Effectivement. Donc, et une personne qui sait produire la richesse peut multiplier 1000 francs, 10 000, 20 000, 30 000. Mais une personne qui a de l'argent mais qui ne sait pas comment l'utiliser ne peut pas le multiplier. Donc en fait, la connaissance en priorité, D'abord la connaissance. ce qui conduit à l'impact Oui. qu'on peut avoir sur le monde. Et cet impact qu'on a sur le monde peut être lucratif et produire de l'argent. Effectivement. Aussi, les riches de ce monde ne sont pas riches parce qu'ils étaient riches. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont de la connaissance. Ok. Avoir de la connaissance, c'est aussi savoir se vendre. Savoir vendre sa connaissance. Je prends un exemple banal. Un enseignant est payé parce qu'il partage sa connaissance. Donc, il partage sa connaissance et il est payé pour cela. Pour cela, ouais. Bon, mais après, les anciens ne sont pas les plus riches de la planète, tu vois. C'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Je ne parle pas de l'enseignant dans le domaine secondaire, primaire, tout ça. Je parle de ceux qui font des formations. Ce sont Ceux tous qui des partagent enseignants. la connaissance. Ouais. Effectivement, ce sont tous des enseignants parce qu'ils enseignent quelque chose. Donc, aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui vont vers des mentors, qui vont vers des personnes qui font dans le développement intellectuel, effectivement, l'émotionnel, et ils payent pour ces formations. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est vrai aussi que par exemple, le monde de la formation est en train de boomer parce que presque sur toutes les plateformes, la formation en ligne, ça fait ses preuves, tu vois. On voit les LinkedIn Learning, on voit Coursera, on voit multiples plateformes de formation en ligne qui proposent des services digitaux qui coûtent une blinde à la fin. Effectivement, et on se dit, si tu n'as pas de connaissances, qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux offrir? Parfait. On offre la connaissance en échange de l'argent. Un entrepreneur africain disait, si ton père n'est pas propriétaire d'industrie, d'une compagnie ferroviaire ou alors d'un grand patrimoine immobilier, l'école n'est pas faite pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas totalement d'accord avec ça. C'est le grand Ouadraogo qui le dit. Oui, celui du Burkina Faso. Oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Il est vrai qu'il a aussi de l'impact dans sa société. L'école a un objectif précis dans la vie. Ok. L'école a normalement un objectif qui est scindé en deux branches. La première branche est le côté éducatif et la deuxième branche est le côté instructif. On va à l'école pour avoir de la connaissance. Parce que
lorsqu'on va par l'école, on n'a pas de la connaissance. Il y a certains types de connaissances qu'on ne peut qu'avoir à l'école. Et c'est un type de connaissance réglementée. Genre les trucs factuels, genre la géographie. Les trucs factuels, la géographie, l'histoire et tout le reste. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut être polyvalent dans la vie. Ok. Donc, il ne s'agit pas de dire je sais compter 1 plus 2 égale 3 pour se dire ça va, je peux être commerçant. Ok. Donc, même pour faire le commerce aujourd'hui, il faut un certain niveau d'études. Il faut un certain niveau d'études. Il faut un certain niveau d'études. Il faut savoir gérer les gens. Ouais. La gestion des êtres humains est l'une des choses la plus difficiles. Ouais. Nous avons aussi le côté éducatif. Ok. Il faut être éduqué dans la vie. Et l'éducation est le centre de l'évolution d'une société. Une société qui n'est pas éduquée est une société qui va mourir. Mais bien, l'éducation aussi peut se faire à la maison. Je veux dire, au milieu des grands frères, au milieu des aînés, qui par exemple, tous sont, comme tu parlais de commerce tout à l'heure, tous sont par exemple de grands commerçants. Et le fait de traîner avec un grand frère qui est commerçant, tu apprends et tu fais ton éducation. Ça veut dire, la famille t'éduque. L'éducation se fait à 3 niveaux. Au niveau familial, et la famille étant le socle, la base, le noyau de l'éducation. Au niveau de l'école, qui est le relais, et au niveau de la société. Et on sait que la société n'éduque pas, elle détruit. Ok, mais comment ça? La société détruit, elle n'éduque pas. Un adage africain dit que on a besoin de tout un village pour éduquer un enfant. On a besoin de tout un village, mais pas d'une société. Parce que la société n'est pas faite pour éduquer les gens. Elle est faite pour influencer, pour transmettre des valeurs qui ne sont pas toujours morales, éducationnelles, et éthiques, spirituelles et tout le reste. Bon, mais est-ce que finalement le village dans lequel l'enfant grandit constitue pas sa société? Le village dans lequel l'enfant grandit constitue sa société. Et l'adage africain a été fait dans un contexte précis. Aujourd'hui, on se pose la question, qui vont éduquer nos enfants? Ceux qui ne sont pas éduqués. Parce qu'en fait, il faudrait être éduqué pour éduquer un enfant. Et il ne suffit pas d'être papa ou de maman pour dire je sais éduquer un enfant. Il faudrait que la personne qui est parent soit d'abord éduquée avant d'éduquer. Et ensuite, tu as parlé de ton grand frère qui est commerçant et voilà. Il faudrait que le petit qui suit son grand frère devienne mieux que le grand frère. Aille au-delà du niveau de son grand frère. Parce que le grand frère ne peut pas... En fait, il va certes tenir la main, mais il faudrait qu'il projette le petit. Il faudrait aussi que le petit ait de la vision. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter pour ceux de la chaîne qui ne te connaissent pas et nous donner un peu tes attributs? Je suis Vanek Kembo, je suis une personne lambda. Je suis rien dans la société. Je suis de profession enseignant. Vanek Kembo, enseignant. C'est l'un des plus grands éducateurs que je connaisse. Il a travaillé avec beaucoup de groupes de personnes. Et en Allemagne, ici, l'éducation est la clé. Toi qui es le fervent défenseur de l'éducation, explique-nous un peu, en quoi est-ce que l'éducation, Vanek, peut sauver l'Afrique? Dire l'Afrique, c'est tout un continent. Ouais. Bon, et en quoi est-ce que l'éducation peut sauver les Noirs subsahariens? Les Noirs subsahariens sont éduqués. Oui, bon, mais c'est pas ça forcément qui nous rend plus résilients ou alors plus stricts par rapport à notre avenir et à nos richesses. Je vous ai apporté une petite nuance. Tous les peuples du monde entier ont besoin d'être éduqués. Les premiers sont les Européens. Les Européens sont en crise d'éducation. Je crois qu'à ce niveau, ils devraient ils devraient demander conseil à l'Afrique. Comment est-ce qu'on éduque un peu? Tu penses vraiment? Ouais. Les Européens sont en crise d'éducation. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas une... Bon, mais qu'est-ce que la société africaine en général peut apporter à une société européenne modernisée qui est dans une certaine avancée technologique qu'on voit sur le terrain, qui est visible? Voilà, on va toujours joindre la technologie à l'éducation. C'est pas parce qu'on a une avancée technologique qu'on est forcément éduqué. Ça n'a rien à voir avec cela. On va se dire, bon voilà, pourquoi faire la guerre si on est éduqué? La guerre, c'est pas pour tuer les animaux, c'est pas pour tuer des machines, mais c'est pour détruire des êtres humains. Si on est assez civilisé, éduqué, mais pourquoi détruire des êtres humains? Ça, c'est pas faux. Ce sont des personnes éduquées, censées être civilisées, censées être modernes, mais qui détruisent des êtres humains. Donc, ça veut dire que l'éducation passe par l'humanisation naturellement de l'être humain. Donc, il dit, tout peuple a besoin d'être éduqué. Et tout le monde voudrait vivre dans une société dans laquelle on se considère comme des êtres humains égaux. Et pas dans laquelle on considère l'autre comme inférieur. Car seuls ceux qui sont en déficit éducationnel peuvent considérer les autres comme inférieurs à eux. Ouais. Donc ça veut dire que celui qui se comporte comme un barbare, celui qui est violent,
c'est celui même qui n'est pas éduqué en fait. Il ne peut pas se proclamer comme étant le civilisé ou alors celui qui apporte la civilisation parce que la barbarie fait partie de l'inculture. Effectivement, la violence et la barbarie ne se manifestent pas seulement sur le plan physique. La violence est aussi émotionnelle, elle est aussi psychologique. Ok. Et ça, c'est l'une des violences les plus violentes. Si je peux dire comme ça, c'est l'une des violences les plus violentes. Ouais. Oui, aujourd'hui, on n'a plus besoin en fait de museler des gens pour les contrôler. Ouais. Il faut juste contrôler l'esprit et le tout est joué. Bon, mais est-ce que tu ne penses pas que même pour contrôler l'esprit des gens, il faut un certain niveau de connaissance, d'instruction, parce qu'en fait, c'est de la stratégie, c'est de la technique. Parfois, ça passe par la rédaction de certains livres d'influence, la rédaction des livres d'éducation, par exemple les manuels scolaires, parce qu'il y a tout un arsenal derrière. L'éducation passe par une grosse arsenal. Si on prend juste la religion, par exemple, la religion est une organisation qui est très structurée. Il y a la Bible, il y a les épîtres de Jean, il y a les livres spirituels, il y a les sacristies, il y a tout un gros arsenal de documentation. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas ça l'éducation? Est-ce que finalement, l'éducation, ce n'est pas la quantité d'informations qu'on met à disposition et en passant par en parlant de quantité, il faudra aussi parler de la qualité dans cette quantité-là parce qu'il y a de l'information qualitative dans la religion. Très bien. À l'entame de la conversation, tu parlais de impact ou argent. Ouais. Et je disais impact. Et ceux qui nous contrôlent ne sont pas forcément ceux qui ont de l'argent. Ceux qui écrivent des livres, on n'écrit pas des livres avec de l'argent, on écrit des livres avec le cerveau. Parce qu'il faudrait que j'ai une vision de vie, que je voudrais que 10 000 personnes épousent. Alors, cette vision de vie, je la conserve dans un livre ou bien dans une vidéo telle que celle-ci. Et 10 000 personnes vont la lire. Parmi ces 10 000, 5 000 personnes vont épouser la vision de vie. Ok. Ils vont croire. Vont modifier leur comportement. Ok. Et c'est après cela que l'argent vient. Automatiquement, l'argent vient seul. Je ne cours pas après l'argent. Je place la connaissance qui appelle de l'argent. Ok. Donc, aujourd'hui, on parle d'une société qui est influencée. On influence à travers les réseaux sociaux, à travers les livres, à travers les médias, à travers beaucoup de choses. Et on n'a pas présenté l'argent dans les réseaux sociaux pour influencer les gens. Ce sont des discours. Bon, mais finalement, est-ce que l'éducation, est-ce que la connaissance pourra sortir l'Afrique de la pauvreté? L'Afrique n'est pas pauvre. On se demande, est-ce que l'éducation pourrait sortir l'Europe de la pauvreté? Est-ce que l'Europe est pauvre? Ça, c'est un point de vue intéressant. Ouais. L'Afrique n'est pas du tout pauvre, c'est l'Europe qui est pauvre en fait. Ok. S'il faut dire ça ici. Et chaque continent en fait est pauvre. Pauvre d'une chose. L'Europe est pauvre d'éducation. Okay. L'Europe est pauvre du collectivisme. L'Europe est pauvre d'humanité. Ça, c'est puissant. Ce sont des valeurs en fait qui sont chaque jour promues en Europe parce qu'elles n'existent pas ou bien parce qu'elles sont en déclin. On a besoin d'humanité en Europe, en Occident, parce que ce sont des valeurs qui disparaissent. Il y a de l'individualisme, c'est-à-dire tu vis dans un monde entouré de gens mais tu es seul. Si tu meurs, personne ne va te regarder. Donc, on est aussi pauvre en cela. On est aussi pauvre en richesse financière. Tu parles d'Afrique? Je parle de l'Europe. De l'Europe, richesse financière? Oui. Ah ouais, ok. Parce que beaucoup ont des maisons, ont des voitures, mais sont des prêts bancaires. C'est-à-dire personne n'est capable de retirer de l'argent de ses poches et de s'acheter une voiture, une maison. Ouais. Mais s'il faut comparer les continents, on va en Afrique, beaucoup de personnes qui ont des maisons, des voitures, l'ont acheté sont propriétaires avec leur propre argent et sans prêt bancaire. Ouais. Et ils ne sont pas attachés au concessionnaire pendant 5-6 ans. Effectivement. Ce qui veut dire que si on compare les deux, dans quel continent une personne est à même de se procurer quelque chose par ses propres efforts? On va dire le continent africain. Ouais, ici, on est un continent où c'est impossible. C'est-à-dire, s'il n'existait pas de système de prêt bancaire, là, tu verrais que personne ne peut évoluer. Ouais, personne n'achète, tout le monde est endetté. Effectivement. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont endettés parce que
la maison est sous prêt bancaire, la voiture, le frigo, la cuisine, ainsi de suite, tout est sous prêt bancaire. Effectivement, donc, beaucoup sont pauvres. C'est parce que c'est goudronné, on a des maisons qu'on se dit, bon voilà, ils sont riches, mais en fait, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Maintenant, quand tu parlais d'éducation, l'Europe est en crise d'éducation, tu vois. Mais est-ce que toutes les éducations se valent? Pour toi, par exemple, c'est quoi l'éducation dont l'Europe a besoin pour aller mieux? Parce que finalement, on se rend compte qu'on est en situation de crise. Qu'est-ce qu'on mettrait dans cette éducation-là pour finalement faciliter la tâche aux Européens ou alors pour finalement guérir la société européenne des maux dont elle est victime? La première question, en fait, les éducations, il n'y a pas de meilleure éducation. Les éducations ne se valent pas non plus, mais elles se complètent. Parce que quand je parle de toutes les éducations qui se valent, on a par exemple l'éducation scolaire, on a l'éducation religieuse, on a finalement plusieurs types d'éducation. On a l'éducation financière. Tu vois, celui qui apprend les mathématiques, forcément, n'est pas fort en finance. Parce que pour comprendre les finances, il faut marcher à côté des personnes qui gèrent l'argent, qui gèrent les finances. Ou alors, il faut être entouré d'une communauté qui sait bien gérer l'argent. Par exemple, la façon dont les Français gèrent l'argent n'est en rien comparable à la façon dont les Allemands gèrent l'argent. Parce que la communauté leur donne une certaine éducation financière qui est différente. Ce qui est carrément différent de la façon dont les Juifs gèrent l'argent. La communauté également apporte une vision différente par rapport à l'argent. Mais est-ce que toutes les éducations se valent? Et pour toi, c'est quoi l'éducation qui manque en Europe en fait? L'éducation ne se valent pas. L'éducation est aussi liée à la culture. La France a sa culture française, les Allemands ont leur culture allemande, les Juifs ont leur culture juive, les Chinois ont leur culture, et on constate la différence. De quelle éducation a besoin de l'Europe? Je ne suis pas expert en fait pour dire de quelle éducation l'Europe a-t-elle besoin, mais l'Europe a parfois besoin en fait de s'ouvrir à d'autres éducations, d'expérimenter autre chose et non de se fermer. Parce qu'en fait, lorsqu'on est fermé, on se perd. Donc la première éducation dont tu as besoin l'Europe, c'est l'ouverture d'abord. L'ouverture à d'autres possibilités. Un Chinois, un Burundais, un Américain des États-Unis, un Américain du Mexique, ce sont tous des Américains, puisqu'ils viennent du continent américain, vivant en Allemagne, profitent de deux éducations. La première éducation qui est la sienne, et la deuxième éducation qui vient du système allemand. Alors ce sont des personnes assez remplies, qui ont deux possibilités, qui ont des visions, qui complètent la vision de la vie. Un Allemand qui est né en Allemagne, grandi en Allemagne et qui n'est jamais allé à l'étranger est fermé et très limité. Et parfois il se dit, c'est ma vision de vie qui est la meilleure, celle des autres n'est pas la bonne. Et ce n'est que comme je pense qu'on doit faire. Donc finalement, selon toi, on devrait donner la possibilité à chaque individu en Europe de vraiment voyager et de découvrir du monde, même s'il décide de vivre en Europe. Et oui, les Européens devraient voyager et découvrir d'autres cultures, des modes de vie, l'éducation dans d'autres pays et revenir. C'est très important. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très important. Et aussi, l'éducation financière en Europe aussi doit être refaite. L'éducation financière. Oui, en Europe. Mais finalement, on a l'impression que c'est des gens qui connaissent bien le système bancaire, c'est des gens qui connaissent bien le système de crédit, c'est des gens qui connaissent bien gérer les taxes. Parce qu'en Allemagne, par exemple, en l'occurrence là où on est en Allemagne, tu as l'impression que tout le monde optimise ses taxes. Tout le monde a la conscience de l'épargne. Tout le monde a la conscience de savoir qu'il ne faut pas gambling son argent. Tu vois, par exemple, l'effet des paris sportifs n'est pas le même en Allemagne que dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie. Tu vois. Finalement, quand tu parles d'éducation financière qui doit être refaite, j'ai envie de dire, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que l'éducation financière européenne doit être faite? C'est quand même assez grave comme déclaration. Tu ne trouves pas? Non. Je ne parle pas. En fait, là, tu fais allusion à une minorité, à ceux qui ont construit le système. Moi, je parle du peuple, du bas peuple. Lorsqu'on parle de la pauvreté aux États-Unis, en Asie, on ne parle pas de ceux qui ont construit un système.
On parle du peuple qui est pauvre. Ouais. Et lorsqu'on parle de l'éducation en Allemagne, on ne parle pas du système d'en haut, on parle du bas peuple. Parce que lorsqu'on voit la pauvreté, on ne regarde pas le haut, on regarde le bas. Si le bas est pauvre, alors on dira que le pays est pauvre. Bon, mais après, c'est pas aussi différent que ça d'un pays comme je sais pas, tu as parlé du Burundi. On ne dira pas que les Burundais sont financièrement plus éduqués que les Allemands. Il y a, dernièrement, j'ai regardé certaines statistiques sur Internet et j'ai constaté, en fait, là, il était dit qu'il y a plus de femmes entrepreneurs en Afrique qu'en Europe. Donc, le nombre de femmes entrepreneurs en Afrique est supérieur au nombre de femmes entrepreneurs en Europe. Ça, c'est en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. On constate qu'en Europe, on est beaucoup plus attaché au salariat. Okay. Et on veut cotiser, de payer les taxes, comme ça demain quand on sera malade ou bien quand on est en retraite, on va être payé. Je ne parle pas de ceux qui ont créé ce système bancaire, ce système de taxes. Ils appartiennent à la classe supérieure. Dans le continent africain, américain, asiatique, ce système de taxes, ce système bancaire déjà fonctionne. Et on ne parle pas d'eux. Je comprends. On parle du bas peuple. Parce que c'est au niveau du bas peuple qu'on juge la pauvreté, la richesse d'un pays. Ça, c'est clair. Ouais. Lorsqu'on parle de la pauvreté en Asie, on filme les maisons pauvres, on ne filme pas les maisons des riches. Ainsi de suite. Ouais, je comprends. Donc voilà. Il faudrait apprendre à l'Européen à investir, à entreprendre. Parce que ce qui a construit l'Europe, ce n'est pas le salariat. Bon, mais finalement, on se dira, venant de la part d'un Africain, est-ce que ce n'est pas utopique? Parce qu'en fait, la quantité ou alors le nombre d'Européens qui entreprennent est conséquent. Parce que quand on arrive ici en Allemagne, par exemple, moi, j'ai eu à faire le fâcheux constat que la plupart des portes européennes, on descendait même tout à l'heure en allant au supermarché, on se rend compte que ton voisin là juste à côté a devant sa porte le nom d'une entreprise. Donc il est entrepreneur. Ça veut dire que la plupart ont soit des cabinets de médecine devant chez eux, qu'ils utilisent leur maison comme cabinet pour faire des consultations, ils utilisent leur maison pour faire des cabinets de thérapie. Genre une grande majorité quand même sont des personnes qui sont entreprenantes. Et quand je pense pas qu'en statistique même, on pourra avoir le nombre d'entreprises qui existent en Allemagne. Genre, les entreprises qui sont enregistrées sont bien plus nombreuses que les entreprises enregistrées au Cameroun. Bon, on pourrait comparer l'Allemagne et la France, et l'Allemagne et la Belgique, parce que ce sont deux mêmes pays européens, ils sont dans la même réalité. Le Cameroun est dans notre continent et dans une autre réalité. Donc, ce sera un peu difficile de les comparer. Mais ce que tu dis est vrai. On retrouve assez d'entreprises en Allemagne. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La main-d'œuvre est abondante. En Allemagne, tu penses? Oui, la main-d'œuvre. Mais je crois qu'ils sont en train de chercher la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre. Il y a un côté politique. La politique fait son travail. Et maintenant, il y a la réalité. Si on compare l'Allemagne et le Canada aussi, où on a une main-d'œuvre abondante et le Canada est en train de chuter parce qu'en fait, il y a une main-d'œuvre abondante, l'offre sur le marché est très réduite. Ce qui veut dire qu'on commence à mal payer et on a donc des personnes en fait, qui commencent à s'autonomiser. Et qui sont obligés au début de le faire dans le noir avant de se déclarer à la lumière de l'État. Donc, en Allemagne, tout comme en France, en Belgique, dans ces pays européens, on a encore besoin de plus d'entreprises. De plus d'entreprises. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui attendent d'être recrutés. Il y a beaucoup d'élèves qui, après le BEPC en Allemagne, vont aller faire des formations et qui aimeraient plus tard être recrutés. Bon, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Ça veut dire qu'il y a de la main-d'œuvre qui est en train d'arriver, mais il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour employer tout le monde. Effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'on fait donc venir les gens issus de l'immigration? Pourquoi est-ce qu'on fait venir les gens des pays comme la Hongrie, des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan? Il y a des gens qui viennent. Des pays d'Europe de l'Est et ainsi de suite. Effectivement. En fait, c'est qu'on veut aussi la main-d'œuvre moins chère. Parce que la main-d'œuvre interne est chère. Il faut la main-d'œuvre externe. Donc ça veut dire qu'il y a de l'emploi, il y a suffisamment d'emplois pour employer tous les internes. En fait, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tous les internes, mais par contre, pour avoir la main-d'œuvre moins chère,
les politiciens font tout pour que il y ait de l'immigration. Bon, c'est ça? il y a assez d'emplois pour employer... Les étrangers, mais pas assez pour les locaux. Non. Pour employer tout le monde. Pour employer tous les locaux. Mais les locaux sont la main-d'œuvre chez. C'est le problème. Tout employeur, c'est normal, tout employeur dans tout pays aimerait avoir une main-d'œuvre moins chère. Ok. Et pas une main-d'œuvre chère. Sinon, il tourne à perte. Et ça lui coûte assez cher. Sans compter le système de taxes bancaires, les prêts bancaires, la fait tout le reste. Alors, la main-d'œuvre étrangère, ça va moins cher que la main-d'œuvre locale et interne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, en tant qu'entrepreneur, tu recrutes la main-d'œuvre étrangère moins chère, qui va faire parfois le double du travail de la main-d'œuvre interne et qui va te faire produire plus. Okay. Là, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un truc nouveau. C'est comme ça dans tous les pays. Ok. Bon, une autre question un peu plus simple, tu vois. Si tu devais naître une femme, qu'est-ce que tu ferais en priorité? Je suis né homme. Je crois que je me plais. Je me plais en tant qu'homme. Pas d'argumentation là-dessus. D'accord, c'est très clair. Bon, toi qui es enseignant, est-ce que tu penses que les Africains noirs, bon, je parle d'Africains noirs parce que toi et moi on est Africains et que la problématique africaine est à le vent en poupe actuellement, tu vois. Est-ce que tu penses que les Africains noirs ont besoin d'une pédagogie différente de celle qu'on applique pour des Blancs, pour des Européens, pour des Asiatiques? Naturellement. La pédagogie doit être différente. Naturellement. Ok. La pédagogie s'adapte au contexte social, économique, culturel. Alors, on ne peut pas prendre une pédagogie chinoise pour appliquer en Allemagne. Ça ne tient pas la route. Ouais, c'est clair. Ça ne tient pas la route. Ou bien l'éducation en Thaïlande pour l'appliquer en France. Ou bien une éducation française pour l'appliquer en Thaïlande. Ça ne tient pas la route. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, on voit la Chine qui évolue à un rythme impeccable, rapide. Effrayant. Donc, ce rythme de vie chinois, s'il est amené en Allemagne, il y en a qui vont mourir, quoi. On va mourir. On va pas, ils sont très rapides. Il y en a qui vont rester derrière, quoi. Ou bien japonais. On a des enfants qui fréquentent toute la journée, par exemple, dans certaines écoles et dans certaines villes et régions, qui ici n'est pas pensable. Donc voilà, ici on a, et aussi la manière d'éduquer l'enfant, en fait, la pédagogie au niveau de la transmission des connaissances, au niveau du système éducatif, c'est différent en fait. C'est différent. Okay, donc, comment est-ce qu'on transmet la connaissance à un enfant de la maternelle, du primaire, du secondaire et de l'université? Ouais, dans différentes communautés. Dans différentes communautés, oui. Ça doit s'adapter. C'est différent, ça s'adapte. Et aussi, par exemple, un exercice ne peut pas être traité de la même manière par un enfant, un adulte et une personne âgée. Ça, c'est clair. Et la pédagogie change en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, du contexte socio-politique. Effectivement. Bon, maintenant, en fonction de la race, je crois que c'est pas un argument. Par exemple, pour transmettre les connaissances à un Ukrainien, il faut adopter une certaine méthode et méthodologie. Oui, ce qui est différente de la transmission des connaissances à un Syrien, ou bien un Asiatique en général. La seule raison pour ça, c'est le contexte socio-politique. Et le socio-culturel culturel aussi, la mentalité, oui. Voilà. Et géographique aussi. Ok, parfait. Maintenant, dans la peau d'un homme blanc, né en Europe, et qui aurait ton âge, tu vois, imagine-toi, tu étais né blanc, tu es né en Allemagne, et tu as 30 ans, tu as 32 ans. Qu'est-ce que toi, tu ferais en tant qu'un homme blanc de 32 ans? Je ferais quoi par rapport à quoi? Bon, tu penses que tu serais où? Socialement Là, je suis né. Là où tu es né. Bon, c'est un peu difficile parce que je suis un Africain qui fait des lettres avec la peau noire et c'est difficile. Je me suis jamais mis dans la peau d'un blanc. Ouais. Donc, ça doit être un enfer d'être dans la peau d'un blanc. Pas un enfer. Parce qu'en fait, il faudrait aussi avoir sa mentalité, sa vision de vie, et son éducation. Donc, c'est un peu difficile en fait de dire si j'étais à la place de l'autre, je ferais ça. Effectivement. Parce que lui aussi, je sais qu'il y a beaucoup qui essaient de se mettre à notre place et essaient de dire, bon voilà, si j'étais à leur place, je ferais ça. Mais c'est difficile en fait. Parce qu'il faut être dans ma culture, il faut avoir vécu mes expériences pour pouvoir dire si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. Ok. Une autre question. Qu'est-ce que toi tu penses
C'est une question quand même un peu politique. Mais qu'est-ce que tu penses de l'élection de Donald Trump aux États-Unis? Est-ce que tu penses que le mandat qui s'annonce pour Donald Trump aux États-Unis est bon pour le monde en général et pour l'Afrique en particulier? Mais vraiment, les Américains ont voté le président. Donc, si Donald Trump est pour eux le président qu'il fallait élu le meilleur, alors il est bon pour eux. Et je ne suis pas américain, je ne vis pas aux États-Unis. Donc, que ça me plaise ou pas, si Donald Trump plaît aux Américains, alors ça va. Bon, mais étant donné que la politique américaine dépend toujours, je n'ai même pas envie de dire presque toujours, c'est toujours sur les pays environnants parce que la première puissance mondiale, ce n'est pas rien. Donc, la puissance américaine, c'est-à-dire qui prend le pouvoir aux États-Unis d'Amérique, ça a de l'impact sur le Canada, sur l'Europe, l'Union européenne, sur l'Afrique en plus. On dit la personne influencée est celle qui s'est laissée influencer. Soit on a les plumes de canard, soit on a la peau d'un mammifère. Ok. Donc, les États-Unis ont une influence sur le monde parce qu'on leur a laissé cette influence-là. On leur a laissé cette position-là. Ça ne veut pas dire que sans les États-Unis, on ne va pas vivre, on ne va pas s'en sortir. Okay, on peut vivre sans les États-Unis. Il y a des pays qui évoluent, qui sont développés sans les États-Unis. Bon, mais après, soit tu es l'ami des Américains, soit tu es leur ennemi. Pas forcément être leur ennemi. On peut aussi dire, soit les États-Unis sont mon ami, soit ils sont aussi mon ennemi. Pourquoi est-ce que on doit toujours s'accrocher aux États-Unis pour dire, voilà, je dois être... Il faut aussi... Bon, après, on a vu les Américains chercher des problèmes à des pays qui n'ont rien demandé que d'être indépendants et d'être eux-mêmes. La Libye, par exemple, n'avait jamais rien demandé le problème, aux Américains. Je vais prendre le cas de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas besoin des États-Unis pour évoluer. L'Union européenne... Bon, l'Union européenne n'est défendue que par l'OTAN. Mais c'est parce que l'Union européenne a laissé sa défense à l'OTAN. C'est ça le problème. C'est qu'on est plus fort étant unis. C'est-à-dire que l'Union européenne, en fait, reste unie. Les États-Unis, en fait, ne pourraient rien faire. C'est un peu comme la France et les pays africains. On a laissé croire aux pays africains que vous ne pouvez rien sans la France. Mais en fait, c'est la France qui ne peut rien sans les pays africains. C'est le cas contraire, en fait. Il faut bien regarder les choses. C'est la même chose avec les États-Unis et l'Union européenne. C'est que l'Union européenne a tellement de richesses dont a besoin les États-Unis. Mais le discours américain fait croire à l'Union européenne que, bon voilà, sans moi, vous ne pouvez rien. L'Union européenne, c'est beaucoup de pays. Avec chaque pays a une armée, avec une diversité culturelle, une culture, une richesse, une économie et tout le reste. Et ces pays, entre eux, peuvent bien évoluer. Il y a plusieurs autres pays du monde. Les États-Unis ne sont pas de ces pays. En fait, c'est vrai. Les États-Unis sont la première puissance mondiale, c'est vrai. Mais c'est chacun qui se laisse influencer. Ok. Soit on commence maintenant à créer une économie forte qui ne dépend pas des États-Unis, soit on dit, ah, c'est le chef et on continue de les laisser. Mais vu la lancée dans laquelle l'Union européenne est partie là, pour les prochaines 10 ans, est-ce que tu penses qu'on sera plus dans que l'Union européenne sera plus dans une logique d'indépendance face aux États-Unis ou bien plus dans une logique de servitude volontaire? Parce que il faut qu'on se dise la vérité aussi. Il est assez difficile pour moi en fait d'estimer cela. Très difficile. Je suis encore en observation, mais je vais prendre le cas de certains pays africains. Il y a des pays africains qui ont démontré que sans la France, ils peuvent s'en sortir. Bon, mais ça, c'est après 40 ans de collaboration profonde, après 60 ans c'est parce que de liens indéfectibles. Ça a pris du temps. C'est parce que longtemps, on a cru que sans elle, on ne pouvait rien faire. Bon, après, pour l'Europe, ça peut être pareil. Hein. On peut parler de 10 ans et ça devient 20, 30 ans. Donc, l'Europe aussi devrait aussi comprendre qu'elle peut s'en sortir sans les États-Unis. C'est quand même intéressant d'avoir ce discours de compassion envers l'Europe, de se dire, vous avez un bourreau, vous aussi. Parce qu'en fait, pour les pays africains, l'Europe a toujours été le bourreau. Et de dire aux Européens qu'en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que votre bourreau, c'est les Américains. Et on vous comprend, mais un jour vous allez vous en sortir. Effectivement, c'est la réalité. C'est la réalité. Chaque pays, pas chaque pays, mais la plupart des pays ont des bourreaux. Ont des bourreaux et tout le reste. Donc, beaucoup de pays ont des bourreaux. La Russie a de l'influence sur beaucoup de pays. La Chine a de l'influence sur beaucoup de pays. Les pays, l'Israël a de l'influence sur beaucoup de pays. En fait, chaque pays a de l'influence. Un pays a toujours de l'influence sur 2, 3, 4, 5 pays. C'est tout à fait normal. Même
entre nous, les êtres humains, par exemple. C'est la dynamique. Effectivement, c'est tout à fait normal. Mais je me dis, en fait, confier son avenir à un pays, c'est ça, en fait, c'est ça qui est le drame. Ouais. Les États-Unis, en fait, ne travaillent que pour. Donald Trump ne travaille que pour l'intérêt de son pays. C'est tout à fait normal. Ça, c'est clair. Tout comme l'Allemagne travaille pour. Le chancelier allemand travaille pour l'intérêt de son pays. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, c'est à chacun de travailler pour l'intérêt de son propre pays. La décision de Donald Trump ne relève que de Donald Trump. Il y a des pays qui ont répliqué. Par exemple, soit on se laisse écraser, soit on fait le bras de fer. On est dans un monde où on veut bien vivre en humanité, mais parfois pour s'en sortir, il faut le bras de fer. Lorsque on te fait le bras de fer, tu dois répondre. Effectivement. Ouais, c'est clair. Donc, l'humanité est très très important. Ouais. Et parfois, pour ne pas se laisser écraser et pour sauvegarder l'humanité, parfois, ce qui n'est pas toujours la solution, mais parfois, il faudrait aussi faire le bras de fer. Parce que, en tout, c'est le peuple qui subit. Ouais, ça, c'est clair. C'est le peuple qui subit, qui va au supermarché pour s'acheter une bouteille d'eau qui sera à 50 € ou bien à 30 €, je ne sais pas à combien. Donc, voilà. Ça fait dans la politique de Donald Trump, la politique externe nous concerne tous. Soit on installe un parapluie économique qui bloque ou bien réduit les effets négatifs de sa politique sur nous, soit on va à ses pieds. Ouais, ça c'est vrai. C'est le sacrifice à faire. Ouais. Non, il faut ça va prendre 10 ans, 20 ans, mais il faut la libération. Comme ces pays africains qui ont dû prendre 50 ans pour se libérer. Bon, j'aimerais te poser une dernière question. Tu te considères panafricain? Tu te considères noir africain? Ou alors est-ce que tu te considères tout juste comme un Africain? Je me considère africain. Africain. Ok. Parce que je viens du continent africain. Ouais. Donc, voilà. Alors, merci. En tout cas, merci d'avoir été là dans notre podcast aujourd'hui. J'espère que ce format va vous plaire, vous qui regardez de chez vous. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce genre de discussion profonde dans laquelle on entre à fond dans le personnage et on essaie de comprendre comment est-ce qu'il regarde le monde, comment est-ce qu'il perçoit les réalités d'aujourd'hui. Dites-nous si ces formats vous plaisent et n'hésitez pas à laisser un pouce, appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout abonnez-vous, il y a du contenu très très lourd qui arrive. Ciao, ciao.